Bonjour Catherine Alliota, fondatrice de l'Institut de formation de la sophrologie, et vous êtes aussi présidente de la chambre syndicale de la sophrologie. Vous êtes aussi auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier en date, Trouver votre équilibre émotionnel grâce à la sophrologie, aux éditions Le Duc. Bonjour, ravi eh bien, de cet échange, parce que nous allons aborder ensemble le stress. D'abord, première question, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Bon, merci. Bon. Alors, en tant que spécialiste de la sophrologie et tout particulièrement du stress, ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord définissons ensemble ce qu'est le stress. C'est une question qui m'est régulièrement posée. Alors, le stress, en fait, c'est une manifestation qui va se produire lorsqu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'on doit pouvoir faire. Alors, ça peut être quelque chose de totalement physique, quand le corps doit s'adapter à une situation dans laquelle il est confronté, mais ça peut être aussi quelque chose induit de manière psychologique, quand on va être confronté justement à une situation pour laquelle on se dit qu'on n'a pas toutes les capacités pour pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'on Et donc, il va peut, y avoir... Oui. pardon, est-ce qu'on peut différencier le stress de l'angoisse ou de l'anxiété? Parce que très souvent, c'est quelque chose qui est assez difficile à déterminer. C'est- Alors, le stress, c'est un phénomène d'adaptation qui est quasi spontané et qui se fait de manière inconsciente dans le corps. Donc, on passe notre temps sous stress, entre guillemets, puisqu'on doit en permanence s'adapter à des situations. Et donc, ça peut être des choses aussi simples que rentrer dans une pièce surchauffée, par exemple. On va subir un stress et à ce moment-là, notre corps va mettre en place des réactions pour faire face à cette situation. Mais ça peut être aussi des choses totalement psychologiques, comme notamment je vais devoir à un moment donné prendre la parole en public et ça va générer chez moi un stress. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène totalement naturel, le stress, et qui est important parce que c'est ce qui nous permet de réagir de façon normalement adaptée à la situation à laquelle on est confronté. Après, on va voir qu'il y a des effets nocifs au stress et qui peut, quand il est trop important, nous impacter de manière négative. Mais sinon, c'est plutôt une bonne chose. L'angoisse, l'anxiété, c'est un phénomène plus psychologique qui va se mettre en œuvre, qui fait état aussi, un état psychologique de quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, pérenne dans le temps. Voilà. Et qui peut apparaître quand on est régulièrement soumis à un stress, mais qui peut apparaître aussi tout simplement à un moment donné parce qu'on se sent moins bien dans sa vie ou que quelque chose nous fait très très peur, par exemple. Alors, ce Voilà. qui est intéressant dans ce que vous dites finalement, c'est que le stress, c'est plutôt quelque chose de positif avant une action. Ah oui, 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 et il faut du stress quand on mène une action. D'ailleurs, même les sportifs de haut niveau, il y a une grille qu'on appelle le stress optimal, c'est celui qui nous permet d'agir de manière la plus adaptée. Donc, quand on n'a pas assez de stress, le risque, c'est d'être apathique, de ne pas mesurer l'enjeu de ce qu'on est en train de faire et finalement d'être pas assez tonique, pas assez vif d'esprit, même pour pouvoir y répondre. Quand le stress est là, ça augmente nos capacités. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisque généralement, le phénomène physiologique du stress, ça peut être l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation du volume dans le sang, mais ça va être aussi la dilatation des pupilles. Voilà, tous les sens vont se mettre en alerte et tout le corps est prêt à agir et à se mettre en action. Et donc ça, c'est plutôt positif. Et puis après, il y a un stade de stress qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'au-delà de ça, il va inhiber nos capacités. C'est-à-dire que quand il devient trop fort, finalement, le stress nous dessert plutôt qu'il nous sert, puisque d'un seul coup, finalement, on se sent en danger et ça va totalement inhiber nos capacités. Donc, il faut du stress, mais je dirais de manière modérée et jusqu'à un certain seuil pour pouvoir s'en servir positivement. Alors, comment on peut délimiter le bon stress du mauvais stress ou le stress qui risque de vous faire basculer dans quelque chose qui va vous jouer des tours ou qui va vous ralentir, voire qui va vous nuire? Alors, c'est difficile à évaluer parce que ça, c'est une réaction évidemment qui se fait quasi instantanée. Une chose est sûre, c'est que quand on est confronté à une situation, là je vais parler du trac notamment, si je me suis préparée psychologiquement et que je me suis préparée même par des visualisations, etc., je sais que j'ai la capacité à pouvoir le faire. Donc j'ai l'appréhension d'une situation parce que je crains le jugement et le regard de l'autre. Le trac, c'est surtout ça. Hein. C'est un stress qui naît parce qu'on a peur d'être mal jugé par les gens qui nous observent. Donc, si je suis sûre de mes capacités, je vais donc avoir un certain stress qui va être gérable, puisque par ailleurs, je sais que je suis capable d'y faire face. Et donc, dans ce cas-là, normalement, on n'a pas de trou noir et ça se passe bien. Si à l'inverse, je ne suis pas sûre de mes capacités, c'est-à-dire que j'ai pas assez confiance en moi parce que soit j'ai pas assez préparé mon intervention, ou soit tout simplement parce que à chaque fois que j'ai été soumise à une présentation en public, ça s'est tout toujours mal passé, alors à ce moment-là, le stress va devenir trop important et je risque de vivre le fameux trou noir ou voilà, le stress paralysant qui fait qu'on n'arrive pas à
faire face à la situation. Alors, on voit beaucoup de gens qui passent dans les médias, et c'est le thème de cet ouvrage, de ce livre, qui passent dans les médias et sont tétanisés, c'est-à-dire que la respiration est complètement bloquée, et finalement, l'entretien, l'échange, l'interview se passe pas très bien, ils en ressortent avec un mauvais souvenir. Comment on peut éviter justement de se trouver dans cette situation qui, in fine, vous fait perdre vos moyens considérablement? En fait, il y a plusieurs stratégies à mettre en œuvre. Je dirais, il y a des stratégies au long cours, c'est-à-dire des choses qu'on va préparer bien en amont de son intervention. Et puis, il y a des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place le jour J, le jour même de l'intervention. Alors, pour ce qui est de avant l'intervention, il y a des petites règles de base qui vont vous faire sourire, mais qui sont fondamentales. C'est d'abord maîtriser son sujet. Ça paraît tout bête, mais être sûr que l'on sait de quoi on parle et quand on maîtrise son sujet, déjà, ça nous permet de nous rassurer sur notre capacité à pouvoir faire face aux questions. La deuxième chose, ça va être aussi de relativiser l'enjeu. C'est-à-dire que finalement, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Quel est l'enjeu si, par hasard, je me trompais à un moment donné pendant mon intervention? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde et finalement, je suis en danger de mort? Ou est-ce qu'il y a toujours moyen, à un moment donné, de pouvoir récupérer ce qu'on est en train de faire? Déjà, prendre du recul sur la situation permet de dédramatiser et finalement, la plupart du temps, de relativiser un peu le travail. Et puis, un autre élément qu'on peut faire, c'est aussi se préparer mentalement à la situation. Et donc, ça, c'est des travaux qu'on peut faire aussi en sophrologie. Ça va être de visualiser la situation dans laquelle on va être projeté de manière positive, bien évidemment, en intégrant que toute la situation se passe bien. Et à ce moment-là, notre cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est fortement imaginé, si je lui fais imaginer une scène qui se passe bien, alors lui, il l'intègre comme une situation déjà vécue où les choses se sont bien passées. Et finalement, le jour J, quand il est confronté pour de vrai à la situation, eh bien lui, il le vit moins comme quelque chose de dangereux parce que il a déjà intégré que c'était possible et qu'on allait savoir réagir à la situation. Donc ça, c'est des stratégies vraiment à mettre en œuvre avant l'intervention. L'idéal, c'est évidemment de faire plusieurs séances. Alors moi, je vais parler de sophro, c'est mon domaine, mais avec un sophrologue qui va permettre de justement travailler tous ces sujets. Et puis après, il va y avoir des exercices pour se mettre dans la bonne aptitude, je dirais physique, au moment de prendre la parole. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de dynamisme pour ne pas être à côté de l'intervention et à la fois pas être trop paralysé pour le stress pour pouvoir évidemment prendre la parole. Alors, quand on a la boule dans la gorge, la boule au ventre, la respiration un peu courte parce qu'on n'arrive pas à faire face, l'idéal, ça va être évidemment de mettre en œuvre des exercices de respiration où là, on va permettre justement d'allonger le temps d'expiration parce qu'on sait qu'en allongeant le temps d'expiration, alors à ce moment-là, on peut ralentir le rythme cardiaque. Et puis, on va pouvoir mettre aussi en œuvre des exercices où on va éliminer le stress, je dirais les tensions physiques accumulées par le stress pour pouvoir retrouver un peu plus de souplesse dans le corps et être un peu plus à l'aise pour parler. Alors pour résumer, hein, si j'ai bien compris, le vrai premier conseil, mais qu'on pourrait donner pour tout type de sujet dans la vie, c'est un, la préparation. Deux, faire ce que font les sportifs, c'est-à-dire visualiser des situations et les rendre le plus positif possible parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et enfin, trois, quand même, source d'inspiration, la respiration. C'est bien cela? Oui, la respiration, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet d'agir physiologiquement sur les mécanismes du stress. Quand on est sous stress, la respiration s'accélère, le cœur s'accélère. On ne peut pas agir sur notre cœur autrement que par le biais de la respiration. Donc vraiment, c'est de prendre des profondes inspirations, dans la mesure du possible en gonflant le ventre, et puis de travailler surtout sur les temps d'expiration en essayant de les allonger au maximum. Et là, tout simplement, peut-être imaginer souffler comme dans une paille, ce qui va permettre de réduire le débit du souffle et de pouvoir allonger cette expiration le plus longtemps possible. Donc c'est une respiration profonde, enfin une inspiration profonde et une expiration lente, si c'est bien cela? C'est exactement ça. Une inspiration normale, plutôt abdominale, et surtout une expiration longue. Et ça, l'idéal, c'est de le reproduire au moins 3 fois de suite. Il y a aussi un élément qui est important, c'est de penser à éliminer les tensions physiques. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est souvent ce qui nous fige, c'est-à-dire quand le corps est figé, le mental est figé également. Donc ça va être important de retrouver de la souplesse dans le corps. Et là, on peut faire des choses toutes simples, comme prendre une profonde inspiration, gonfler son ventre, bloquer la respiration, contracter très très fort tous les muscles du corps, et puis souffler d'un coup sec, ce qui va permettre de relâcher la tension, mais aussi de se redynamiser
Et du coup, on peut rentrer sur scène ou dans la salle de réunion en étant beaucoup plus dynamique. Alors, on arrive imaginons dans la situation suivante, vous êtes l'invité de BFM TV ou de CNews, c'est un grand rendez-vous pour vous. Vous pénétrez donc dans les locaux, on vous installe et on vous dit que l'assistant va venir vous chercher. Et là, évidemment, vous commencez à rentrer dans quelque chose qui vous émeut beaucoup et qui commence à vous donner la boule au ventre. Vous savez que vous êtes à l'antenne d'ici allez, 10, 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça assez rapidement, sachant qu'il y a quand même un peu du monde autour de soi, que les gens passent. Évidemment, respirer très fort, se bloquer et relâcher la respiration, ça peut être gênant de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça de façon très pratique? Alors, de façon très pratique, ce que je vous explique là, ça peut se faire même quand il y a. C'est-à-dire qu'au lieu de contracter l'ensemble du corps, par exemple, on va tout simplement serrer très très fort les poings. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains sous la table ou simplement les poser discrètement. On va inspirer et contracter très 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 fort les poings pendant quelques instants et puis les relâcher. En faisant tout simplement ça 3 fois de suite, même si c'est localisé au niveau des poings, on travaille au relâchement musculaire. C'est-à-dire qu'on crée, il y a des micro-crispations qui vont se faire un peu partout dans le corps, au-delà des poings, et qui vont permettre le relâchement physique. Et puis pour ce qui est de la respiration, ça c'est un truc magique, c'est que personne ne le voit. C'est-à-dire le fait de simplement compter la respiration dans sa tête et souffler, vous allez voir que personne ne va s'en rendre compte et que vous allez pouvoir naturellement allonger vos temps d'expiration. C'est tout simple, vous inspirez, vous comptez 3 dans votre tête et vous soufflez, vous comptez jusqu'à 6. Vous ne le savez pas, et moi j'ai allongé mon temps d'expiration. C'est vrai que ça a l'air comme ça a l'air de calmer. Vous êtes une femme d'expérience, évidemment, vous intervenez sur de nombreux plateaux. Est-ce que vous avez déjà eu un souvenir comme ça de difficultés que vous avez dû gérer un peu en live? Ah oui, moi je suis une très grande praqueuse. Moi je suis une très grande praqueuse. Donc systématiquement, avant chaque intervention, que ce soit la télé, mais que ce soit même, j'en sais rien, une conférence, j'ai toujours la boule au ventre qui se manifeste et j'ai toujours les mains très très moites. Donc moi j'ai pris pour habitude, même si je travaille en amont à visualiser la situation, je sais que c'est devenu un petit rituel et ça aussi c'est important pour se rassurer. Le simple fait de faire mes 3 respirations, mes 3 contractions musculaires, je sais alors que je me mets dans un état positif. C'est un peu comme les sportifs qui ont des petits rituels avant d'entrer sur le terrain, qu'on peut parfois observer des espèces de mimiques qu'ils vont mettre en œuvre, mais c'est des petits ancrages qui nous permettent de nous calmer et de nous sentir en confiance. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à créer des petits rituels avant de prendre la parole. C'est pas devenir, comment dirais-je, superstitieux, c'est tout simplement engrammer chez nous des sensations positives pour se dire qu'on est capable et qu'on peut faire face aux choses. Merci beaucoup, Catherine Aliotta, de tous ces précieux conseils et quelques exercices qu'on pourra mettre en application, hein. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Institut de formation lié à la sophrologie et que vous êtes présidente de la Chambre syndicale de sophrologie. Votre dernier ouvrage en date, c'est Trouver votre équilibre émotionnel grâce à la sophrologie aux éditions Le Duc. Merci beaucoup Merci à vous. et belle respiration. À bientôt. À bientôt.